Bonjour, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire de présentation des nouveautés apportées par la mise à jour de juin 2022 à votre logiciel Syracuse. Ça va durer une petite heure, je pense. J'espère donc que vous allez bien et que vous ne souffrez pas trop de la chaleur, que vous êtes bien installés. Je tourne ce webinaire depuis Lyon et à Lyon, c'est encore supportable, mais tout juste. Heureusement qu'il est encore tôt. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Mathilde, je suis product, marketing manager chez Archimède et chez Alpheo. La particularité de cette session, c'est qu'il n'y aura qu'un seul webinaire pour tout le monde. Donc quand je dis tout le monde, c'est Archimède et Alpheo et on va voir si on garde ce format par la suite. En tout cas, pour cette mise à jour-ci, les cas d'usage étant assez similaires des 2 côtés et aussi parce que c'est bientôt les vacances et qu'il fait chaud, d'ailleurs j'ai mis un fond d'écran, estival, on a décidé d'en faire qu'un seul. Vous remarquerez que j'ai aussi, mis mon casque, c'est parce que, vous risquez de l'entendre, au long du webinaire. Il y a un chien dans mon immeuble qui fait beaucoup de bruit et donc voilà, avec le casque, on l'entend un peu moins. Mais du coup, je m'excuse s'il est en featuring, sur ce webinaire, voilà, c'est pas faute de mauvaise volonté, mais comme il fait chaud, il est dehors et donc forcément, on l'entend. Comme d'habitude, il y aura un replay. Donc si vous avez la chance d'être déjà en vacances, ou bien, si votre ordinateur, plante à cause de la chaleur, pas de souci, le webinaire est enregistré et le replay vous sera envoyé la semaine prochaine ou bien la suivante. Dans le mail qui va transporter le replay, il y aura aussi les liens vers les ressources que je vais citer pendant ma démonstration. Donc, vous aurez tout sous la main. Il y aura aussi, comme toujours, un document des nouveautés avec, comme son nom l'indique, la liste des nouveautés détaillées. Voilà, donc je crois qu'on peut commencer. On va donc parcourir ensemble les nouveautés apportées par la mise à jour de juin 2022. C'est parti. Pour vous présenter cette mise à jour de juin, voilà le plan que nous allons suivre. Donc on va commencer côté portail, donc je vais vous présenter les cartes avec la recherche cartographique, la possibilité de personnaliser les rendus de recherche et les recherches publiques. Et je vais vous montrer également, la possibilité d'imprimer des pages, de manière plus facile. En même temps que l'impression, il y a aussi les envois par mail qui se simplifient et également la possibilité de rajouter des encarts commentaires sur vos pages. Ensuite, on passera au processus d'inscription qui se dématérialise complètement et surtout qui se fluidifie au niveau de la gestion puisque tout est intégré au process dans le module de gestion relations usagers. On parlera ensuite de la contribution, que ce soit une contribution usagée ou bien professionnelle, donc qui est disponible à la fois côté portail et côté pro avec des imports en masse de documents primaires. Et surtout, la grosse nouveauté, c'est la possibilité de faire un document primaire égale une notice ou un document. Ensuite, on passera côté Syracuse Pro où on verra le dédoublonnage, les facettes hiérarchiques, on parlera aussi de permalien et de rebond. Et puis en bonus, je vais vous parler de ElectRNG et de ses enrichissements, ainsi que d'un nouveau connecteur, donc il s'agit du connecteur Le Robert. J'ai oublié de le préciser tout à l'heure, mais évidemment, si vous avez des questions, ah, le chien, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter et à nous les envoyer par mail et nous vous y répondrons évidemment. On commence donc par le portail et la recherche cartographique. La recherche cartographique a été développée en partenariat avec la Nouvelle-Aquitaine pour localiser leur patrimoine, donc pour permettre à leurs utilisateurs de se géolocaliser et de pouvoir identifier le patrimoine le plus proche d'eux, par exemple. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne sur notre site patrimoine à nous. Donc, je vais me positionner ici dans notre imageothèque et je vais faire une recherche sur les images qui concernent la ville de Lyon. Donc je me retrouve ici avec mes différentes images et je remarque ici la possibilité d'afficher le résultat sous forme cartographique. Donc je vais cliquer ici pour voir ce que ça donne.
Donc j'arrive ici sur une carte et j'ai mes différents résultats localisés sur la carte. Je vais tout de suite passer en plein écran grâce à cette icône-là. Et je vais pouvoir vous montrer de manière un peu plus confortable, toutes les nouveautés que ça apporte. Donc vous l'avez vu, hein, je peux me déplacer sur la carte de cette manière-là. Je peux ici, centrer mes résultats grâce à la petite maison. Je peux zoomer ici avec le plus et le moins, mais bon, dans les usages, c'est plus, la molette de la souris qui fonctionne. Et je peux ici me géolocaliser moi, pour voir si j'ai des images, à côté de moi. Donc je vais le faire pour vous montrer. Voilà, là, c'est de là que je tourne, le webinaire actuellement. Et donc je peux voir que, ici les résultats sont quand même un petit peu éloignés. Voilà, j'ai pas pris de photos historiques du quartier de mon chat, j'aurais pu. Ce que je vais faire, c'est que je vais cocher ici, la possibilité de ne rechercher que dans la zone visible et donc qui va influer ici sur le nombre de résultats qui vont s'afficher. Je vais pouvoir, sélectionner mes différents résultats, voir un petit peu, ce que ça donne. Donc ici, je vois que, j'ai accès à vraiment une localisation très précise et ici, si j'en ai 2, je vais pouvoir, directement, vous voyez, je clique et puis ça me fait, 2 petites branches que je peux explorer ensuite. J'ai ici un petit œil qui va me permettre d'afficher sur le côté ici, un aperçu rapide de ma notice. Le petit lien ici que je retrouve également ici, qui va me permettre d'accéder à la notice et la petite coche ici que je retrouve également ici, qui va me permettre de directement ajouter ce document à ma sélection courante. Je vais pouvoir revenir à la liste des résultats en cliquant ici tout simplement sur Retour à la liste des résultats. Et ici, je n'en ai que 2 puisque souvenez-vous, j'ai coché ici Recherche dans la zone visible et donc là, dans la zone visible, je n'ai que 2 résultats. Et si je dézoome, je vois petit à petit ce chiffre qui s'incrémente pour finalement me donner mes 5 résultats ici. Si je veux revenir à une recherche classique, je clique ici sur le petit icône sommaire qui me permet d'ouvrir une nouvelle fenêtre et de récupérer mes résultats de manière classique. Cette possibilité d'activer la recherche cartographique, c'est évidemment personnalisable par scénario. Je vais pas avoir besoin de l'avoir, pour tous les scénarios, cette recherche, donc on a fait en sorte de pouvoir ne l'activer que sur certains scénarios. Je vais à présent changer de site et revenir sur notre site maître, pour vous montrer une autre application de cette recherche géolocalisée qui va se situer au niveau de la recherche agenda. Et donc, je vais pouvoir localiser les événements qui sont plus ou moins proches de moi, ou bien on va le voir ensemble tout de suite, selon d'autres critères. Donc, vous voyez ici, je retrouve bien ma petite icône qui me dit que cette recherche peut être une recherche cartographique, et donc je vais cliquer dessus. Je vais ici aller regarder ce que je vais trouver dans les filtres de recherche. Tout à l'heure, je ne vous l'ai pas montré parce que les filtres de recherche, c'était sur le format du document et donc je n'avais que des images, donc ce n'était pas très intéressant. En revanche, ici, sur un scénario comme le scénario agenda, ça prend tout son sens. Alors juste pour être plus confortable, je vais me mettre ici en plein écran. Voilà. Donc, j'ai accès, aux différentes facettes, qui sont disponibles dans la recherche classique. Donc je vais pouvoir ici, filtrer mes résultats en fonction du lieu, de la date, de la catégorie, de la période, du jour de la semaine et cetera et cetera. Donc, moi pour mon exemple, je vais sélectionner les jours de la semaine, je vais sélectionner le mercredi, puisque le mercredi c'est la journée des enfants et donc je cherche une activité à faire avec ma fille et donc, je vais ici sélectionner la catégorie jeunesse de manière à avoir vraiment un événement qui lui correspond. Donc je vois que j'ai accès à 2 événements, un localisé, Merlin l'Enchanteur, et puis un autre, beaucoup plus vaste, et pour cause puisqu'il s'agit de la chasse aux livres et donc la chasse aux livres a lieu sur toute la ville de Reims. Donc, heu, donc voilà, donc là, à partir de là, ce ne sont plus des nouveautés, d'accord? Je vais cliquer sur, accéder au document pour voir, plus en détail l'événement en question et puis je vois que l'entrée est libre donc, c'est génial et je vais pouvoir ici cliquer et ajouter l'événement à mon calendrier. J'ai ici un petit rappel de la localisation,
sans sans nouveauté particulière à ce niveau-là. Je vais bien sûr avoir, la recherche cartographique disponible sur mon scénario bibliothèque. Et de cette manière-là, je vais pouvoir voir toutes les bibliothèques du réseau et puis, en particulier les bibliothèques les plus proches de moi. Alors là, évidemment, je vais pas me géolocaliser, hein, parce que dans ma plateforme, regroupe les bibliothèques de Reims et moi, j'habite à Lyon. Donc, ça servira à rien que je me géolocalise, mais voilà, ça peut être intéressant, de voir les résultats de cette manière-là aussi pour vos usagers. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'est cette recherche cartographique, on en avait déjà un aperçu disponible avec, les encarts, qui étaient du coup des encarts, de géolocalisation. Ces encarts existent toujours et on les a juste améliorés. Je vais vous montrer tout de suite. Donc, je vais ici dans «Découvrir dossier» et puis, ici, je vais cliquer sur le dossier mis en exergue, en ce moment et je vais retrouver ici, du coup, mon encart géographique. Donc je vais pouvoir ici cliquer sur la maison pour géocali gé pour excusez-moi, pour centrer les résultats. Et donc comme tout à l'heure, je vais pouvoir ici, naviguer dans mes images. Alors, tout à l'heure, je ne pouvais pas naviguer comme ça, tout simplement parce qu'on a mis un format d'affichage spécifique sur cet encart-là. Donc je vais me mettre en plein écran pour vous montrer de manière plus confortable. Donc voilà, donc là, on a la possibilité, comme vous le voyez, de personnaliser aussi cet affichage et donc là, en l'occurrence, on a fait en sorte que, ici, il y ait l'image, que je puisse cliquer ici sur le document maître, et puis ici, j'ai la possibilité, d'accéder à l'ensemble des documents, parce que là, j'en ai 2, ou alors je peux accéder directement aux documents concernés en cliquant sur ce bouton simple ici. Ça, c'est de la personnalisation. Je vais sortir de mon plein écran ici et je vais vous amener sur, alors moi, c'est mon application, de cette nouveauté préférée, sur le dossier sélection voyage et on va retrouver ici une carte de géolocalisation des différents guides de voyage. Donc je vais tout de suite me mettre en plein écran parce que ça vaut drôlement le coup. Voilà et là, je zoome, je dézoome et j'ai, mes différents guides de voyage qui s'affichent à droite et à gauche. J'en ai un peu partout. Alors évidemment, je les ai pas tous géolocalisés, d'accord? J'ai pas rajouté des coordonnées GPS sur tous les documents, mais on a déjà, une petite idée de ce que ça peut donner, et je trouve que c'est quand même, drôlement chouette. Je vais pouvoir aller consulter le document ici en cliquant sur le petit fichier. Et puis ici, je retrouve, du coup, ma notice, classique avec la possibilité, si je suis connectée, de réserver tel ou tel exemplaire dans telle ou telle bibliothèque. Donc ce guide de voyage-là me plaît beaucoup et je voudrais bien, l'envoyer par mail, à mes amis. Donc vous connaissez une première méthode, ici, je peux cliquer sur le mail et puis, ça envoie la notice, par mail à la personne de mon choix. Je peux également, à présent, utiliser l'icône ici «Mail» pour envoyer la notice, à une ou plusieurs personnes. Alors là, en l'occurrence, dans ce cas précis, c'est pas très pertinent puisque j'ai 2 possibilités de le faire, mais ça prend tout son sens si, je reviens sur cette page-là, et que je veux envoyer la page entière par mail. À ce moment-là, je clique ici et ça va m'ouvrir mon navigateur mail et me copier-coller le lien directement dans le corps du message. La deuxième icône nouvelle, ici, c'est l'icône d'impression. Donc je vais pouvoir cliquer et imprimer ma page et l'impression sera, optimisée par rapport à un contrôle-P que vous pouviez faire jusqu'à présent ou contrôle-P ou bien ici, cliquer imprimer. Notamment, ça va prendre en compte les options, pardon, d'impression des encarts. Je vous montrerai tout à l'heure quand on ira éditer un encart, peut-être que vous vous en souvenez, sur les encarts, vous pouvez choisir dans les options avancées si l'encart est imprimable ou non. Donc en particulier, ce bouton, n'est pas imprimable.
puisque ça n'a absolument aucun intérêt, d'avoir ce bouton d'imprimer sur un papier. D'accord? Voilà, donc vous allez pouvoir, en cliquant sur ce bouton-là, permettre à vos usagers, d'imprimer une page, pensée pour l'impression. J'ai encore une nouveauté à vous montrer, sur cette page documentaire, et puis après, promis on change de page. C'est ici cet encart commentaire. Donc vous allez, à présent, vous pouvez, rajouter un encart de commentaires sur, toutes vos pages. Voilà, alors est-ce que c'est pertinent sur toutes les pages? Je ne pense pas, mais là, en l'occurrence, sur un dossier documentaire, c'est assez pertinent. Donc je vais me connecter pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble et surtout, les possibilités de rajout de commentaires qui sont disponibles une fois connectés. Donc là, je suis connectée, en tant que professionnelle, hein, mais les usagers ont la même, ont le même visu des commentaires. Donc voilà, je vois que, ici, j'ai eu, un commentaire de monsieur Bertrand Durand. Mathilde Vidal, donc c'est moi, a répondu à ce commentaire le 15 juin et donc moi, en tant que Rose, aujourd'hui, je peux poster un nouveau commentaire ou alors, répondre à un commentaire, ou un autre. Par défaut ici, quand on met un commentaire, on est par défaut abonné. D'accord? Ça, c'est un réglage qui peut se faire. Si on veut se désabonner, eh bien le bouton «M'abonner», se transforme en «Me désabonner» et donc je peux me désabonner. D'accord? Je vais profiter que je suis, en connectée dans un compte professionnel pour vous montrer ce que je disais tout à l'heure sur, la possibilité d'imprimer ou non les encarts. Donc là, ici, si je clique sur «Modifier la page», je me retrouve en édition de la page et donc je vais pouvoir ici sur, ce fameux bouton, aller modifier mon encart et dans l'onglet «Avancer», je retrouve ici des petites coches et donc je vois que ici cet encart-ci en particulier n'est pas imprimable. Voilà, je vais annuler et quitter le mode édition. Une autre nouveauté, côté portail que je vais vous montrer, concerne la personnalisation des rendus, donc les rendus de recherche publique et les rendus de recherche capturée également. Donc ici, je suis toujours connectée en tant que Rose, hein, qui est, une professionnelle de la médiathèque et je vais faire une recherche, dans mon catalogue. Je vais rechercher les ouvrages d'Estelle Faye. Donc les vrais savent que Estelle Faye, est une de mes autrices fétiches, et donc je l'utilise très souvent en exemple. Donc ici, j'ai la liste de tous les ouvrages, de la médiathèque, du réseau des médiathèques disponibles, et écrits par cette autrice. Donc je vais pouvoir, ici, cliquer sur ce petit haut-parleur, donc que vous connaissez, qui permet de créer des recherches publiques. Donc si je clique ici, je vais pouvoir ici mettre une description et ici, je vais pouvoir choisir mon mode de rendu. Donc vous pouvez décider d'un mode de rendu par défaut et vous pouvez également préciser, personnaliser un mode de rendu sur une recherche spécifique. Donc vous avez le rendu classique qui est le rendu, simple avec, enfin vraiment simplissime avec juste la liste des titres et puis vous avez un rendu personnalisé simple également, où on a mis, les vignettes et puis ensuite, les petits, les informations qui vont bien à côté et on a fait également un rendu personnalisé Noël. Alors je sais, hein, Noël c'est dans longtemps mais, on n'a pas besoin d'être à Noël pour parler de Noël. C'est une fête, intemporelle Noël. Donc ça vous permet aussi de voir que, vous pouvez tout à fait choisir un rendu, personnalisé Noël et décider que sur la période de Noël ou sur une autre période, hein, voilà si vous êtes comme moi et que, vous comptez déjà les jours avant Noël, vous pouvez utiliser ce rendu-ci et dire que vous voulez que ce soit votre rendu par défaut et ainsi les utilisateurs qui vont s'abonner à votre recherche vont recevoir par mail toutes les semaines, tous les mois selon la fréquence, qu'ils auront choisie, une liste d'ouvrages mis en page avec, un rendu Noël ou un rendu simple ou un rendu, X ou Y.
À présent, je voudrais faire une sélection de ces différents titres et l'envoyer par newsletter, cette sélection. Et là, vous allez voir, ça va vous faciliter la vie. Vous allez vous dire, oh là là, génial. En tout cas, moi, c'est ce que je me dis, hein. Donc, je sélectionne ici 3 ou 4 titres. Et puis, je vais pouvoir cliquer sur ce bouton-ci qui me permet de capturer ma recherche, d'accord? Et ici, j'ai un nouveau bouton, copier le code HTML. Et je vais pouvoir choisir si je veux en faire une newsletter ouvrage, une newsletter presse. Peu importe finalement, ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont aussi des rendus spécifiques. Donc là, je vais sélectionner newsletter ouvrage et je vois ici que le code HTML a été copié dans mon presse-papier. Donc je vais fermer ici cette fenêtre et je vais accéder à l'interface professionnelle pour vous montrer ce que ça donne quand je copie-colle quand je vais coller mon code dans une newsletter. Je pourrais le coller dans n'importe quel autre outil tiers, d'accord? Dans un blog, dans un outil, de type Moodle, voilà, il y a pas de limitation. Ça copie le code HTML qui correspond à la recherche, mis en page avec le rendu que vous avez choisi. Donc là, je vais me positionner ici sur cette newsletter-ci, que j'ai créée, spécifiquement pour vous. Et je vois ici que j'ai, donc mon cadre. Et là, tout simplement, je vais faire un CTRL-V et je me retrouve avec mes ouvrages mis en page de manière propre et tout à fait lisible. Je peux ici tester l'envoi du numéro. Donc, je vais mettre mon adresse mail à moi. Ce sera plus parlant parce qu'on va tout de suite voir le résultat. Je clique sur envoyer. Le message a été envoyé avec succès. Je peux tout fermer. Et je vais aller vous chercher hop, ce que je viens de recevoir. Donc je le mets en plein écran pour vous. Hop, voilà. C'est quand même plus sympa qu'une liste de but en blanc. Donc là, je l'ai fait avec des ouvrages. Donc on a vu que j'avais un rendu newsletter spécifique également pour la presse, mais on peut tout à fait également faire cette capture de recherche et ce copier-coller du HTML avec un rendu particulier, avec tout un tas d'autres choses, avec des événements de l'agenda par exemple, avec des billets de blog. Donc cette mise à jour en fait vient de vous économiser plein de temps, et vous permet de réaliser des newsletters, très belles, avec juste quelques copier-coller. À ce propos, je vous invite vraiment à regarder le webinaire qui a été diffusé, il y a quelque temps maintenant, et qui a été tourné par Éric Delot sur les newsletters justement. Donc je vous mettrai le lien du webinaire, dans le mail qui vous sera envoyé, avec le replay du webinaire, les documents des nouveautés et cetera. Une nouveauté importante de cette mise à jour, c'est la dématérialisation complète de l'inscription, de vos usagers et également la gestion beaucoup plus fluide de ces inscriptions directement dans le module de gestion de relations usagers. Donc, on va être capable de gérer de bout en bout, l'inscription de n'importe qui, à la bibliothèque, et notamment la vérification des pièces jointes, la demande de pièces jointes complémentaires et cetera. L'inscription portail reste toujours valide pour les comptes portail. Donc je vais vous montrer comment ça se passe. Donc si je suis un usager lambda, un lecteur de préférence, et que je souhaite m'inscrire à la bibliothèque, je vais donc aller naviguer sur le site de la bibliothèque et trouver le menu qui correspond bien. À la lecture de cette page, je suis absolument convaincue qu'il faut que je m'inscrive à cette bibliothèque. Je clique donc sur inscription en ligne. Et je peux ici atterrir sur une page qui m'indique les différents abonnements possibles. Cette page est tout à fait optionnelle. Si je choisis un abonnement ici, je vais pouvoir cliquer sur
un petit bouton qui va m'amener sur un formulaire d'inscription qui va déjà être pré-rempli avec ma bibliothèque d'inscription et l'abonnement qui correspond. Je n'aurai plus qu'à renseigner les différentes informations demandées. À la fin du formulaire, on a ajouté ici la possibilité de rajouter des pièces jointes. Donc nous, on ne les a pas mis obligatoires, mais vous pouvez les mettre obligatoires, voilà. De même, ce formulaire-là est totalement paramétrable avec ce dont vous avez envie, ce que votre politique à vous impose. Une fois que j'ai tout renseigné, je clique sur m'inscrire ou alors je peux vider le formulaire éventuellement. Ce formulaire-ci existe également pour les réinscriptions. Et donc là, pour les réinscriptions, eh ben, il n'y a pas que ces deux champs qui sont pré-remplis, d'accord? Tout est déjà pré-rempli. Je vais vous montrer. Donc je vais fermer ici le formulaire, je vais également sortir d'ici et puis je vais me connecter. Je vais utiliser des identifiants que je n'ai pas utilisés depuis longtemps, mais que Google a toujours en mémoire. Donc je ne les ai pas utilisés depuis longtemps parce que mon abonnement à la bibliothèque s'est terminé il y a très longtemps. Donc quand je vais me connecter, il est fort probable que mon abonnement soit périmé. Et effectivement, ici j'ai une information qui me dit qu'il est périmé depuis 4812 jours. Donc je vous laisse faire le calcul pour me dire combien d'années ça fait. Et j'ai le choix, je vais pouvoir fermer l'alerte et continuer à naviguer, accéder aux ressources gratuites, accéder à tout ce qui est accessible hors abonnement. Ou alors je vais ici cliquer sur renouveler mon inscription et évidemment c'est ce qui nous intéresse. Donc ici, je me retrouve sur un formulaire qui ressemble beaucoup au précédent, sauf que ici, j'ai pu s'inscrire mais se réinscrire et je n'ai plus ces deux champs-là ne sont plus les seuls à avoir été pré-remplis puisque ils ont récupéré Syracuse a récupéré tous les champs qui étaient déjà renseignés auparavant. Donc voilà, donc évidemment, il faut que je renseigne de nouveau mon mot de passe et que je confirme mon mot de passe. Donc on va le faire. Voilà, donc comme Google est très gentil, il me remplit le premier. Voilà. Je vérifie que toutes les informations sont bonnes, en particulier ici l'adresse mail, je vois que j'avais rentré n'importe quoi, donc je vais pouvoir la changer et je vérifie les numéros de téléphone et cetera, l'adresse notamment, je vais plus déménager et puis je vais devoir bien sûr, remettre une pièce d'identité et un justificatif de domicile. Mais on va admettre que je les ai pas sur moi pour le moment pour gagner un peu de temps et je vais cliquer sur «Se réinscrire maintenant». Je me retrouve donc ici connectée en tant qu'administratrice dans mon back-office et je vais aller voir comment ça se traite, ces inscriptions et ces réinscriptions, directement dans la gestion des relations usagers. Donc je vais aller dans les demandes et je vais aller les gérer. Je retrouve ici les motifs et je vais pouvoir filtrer avec les réinscriptions et les inscriptions. Donc ce sont deux motifs nouveaux qui s'ajoutent tout seuls, d'accord? Vous n'avez pas besoin de rajouter un motif particulier, c'est automatique. Et donc ici, je retrouve bien l'inscription, je ne l'avais pas validée tout à l'heure, donc c'est pour ça qu'elle apparaît pas. J'avais même rien renseigné, mais j'en ai ici deux. Et j'ai ici la réinscription de monsieur Jonathan Dupont. Et donc je vais aller examiner ici sa demande. Donc le message est très succinct, d'accord? Je retrouve ici mes onglets, donc j'ai l'habitude d'avoir ces onglets-là. Dans l'onglet suivi, on a fait quelques modifications. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans la dernière mise à jour, on avait rendu possible le rebond sur le code barre avec une petite flèche ici. On a décidé de mettre cette petite flèche directement en haut dans le menu usager. De cette manière-là, vous n'avez plus besoin d'aller dans l'onglet suivi pour aller consulter la fiche usager, la modifier ou bien consulter l'abonnement. Donc ça vous économise un clic. Et puis aussi, c'est très pratique pour les usagers qui n'avaient pas de code barre, qui n'étaient pas référencés sur le portail notamment. Dans les données transmises, ici, donc on a un nouvel onglet avec le récapitulatif des données transmises. Donc, quelle que soit la demande, je vais retrouver ici toutes les données, personnelles ou pas, transmises par l'utilisateur ou le futur utilisateur. Voilà, donc là, en l'occurrence, je retrouve bien ici la bibliothèque d'inscription, mon abonnement, le nom, le prénom, etc., la date de naissance, toutes les données que j'ai renseignées au préalable. Je vais donc ici
regarder et retenir l'abonnement et la bibliothèque d'inscription. Et puis, je vais aller vérifier ici que j'ai bien les pièces jointes. Donc là, il me manque des pièces jointes. Je vais, aller ensuite dans les échanges et puis, là, ça va repartir sur, un échange classique. Donc je vais aller rechercher une réponse type. Je vais aller sélectionner, abonnement Falala non OK ici et puis je vais lui dire, «Bonjour», donc first name ça va automatiquement se mettre en Jonathan et afin de pouvoir valider, il me faut une pièce d'identité à jour et un justificatif de domicile de moins de 6 mois. Voilà, donc je vais ensuite cliquer sur envoyer et enregistrer comme traité. Mais ça vous connaissez, c'est le traitement classique des demandes usagées. Rien de nouveau. Je suis de retour sur notre base patrimoine, comme vous pouvez le voir, et toujours connectée avec ma professionnelle Rose. Je vais vous parler de contribution, donc à la fois de contribution côté portail et de contribution, ou plus exactement d'import en masse de documents primaires côté professionnel. Donc on va voir les deux l'un à la suite des autres. Donc on commence par la contribution côté portail. Donc je vais aller ici dans mon onglet participer et je vais vous expliquer un petit peu comment est composée cette page. J'ai ici deux encarts qui se ressemblent beaucoup, mais qui sont différents. Le premier encart, vous le connaissez ici. C'est un encart de contribution classique, d'accord? La seule différence, et petite nouveauté de cette mise à jour, c'est que je peux ici décider de d'abord déposer mes fichiers avant de compléter les métadonnées. Mais c'est la seule chose qui change pour cet encart-ci, d'accord? Donc là, en l'occurrence pour le dépôt de cartes et de plans, je vais fonctionner de la même manière que ce que j'ai toujours fonctionné, à savoir je dépose mes cartes et plans et ensuite je vais compléter les métadonnées. Donc auparavant on complétait d'abord les métadonnées puis ensuite on déposait les fichiers. Et donc ça veut dire que tous mes fichiers vont être liés à une même notice, à un même élément documentaire dont je vais définir le titre, où je vais renseigner le lieu et je vais mettre un auteur. Ça, c'est le fonctionnement classique, c'est-à-dire qu'on dépose autant de fichiers qu'on veut pour constituer un seul élément documentaire, une seule notice, avec autant de documents primaires que j'ai déposé de fichiers. D'accord? Ça, c'est le fonctionnement classique. Le deuxième encart ici, il est un petit peu différent. Bon, déjà, il me permet de déposer des cartes postales, alors qu'ici, c'était des cartes et des plans, donc des éléments cartographiques. Ici, pour le dépôt de cartes postales, on commence de la même manière, c'est-à-dire que je vais déposer mes cartes postales, mais cet encart-ci, il est configuré de sorte que chaque carte postale que je vais déposer va correspondre à un élément documentaire, une notice. D'accord? Donc, si je dépose 10 documents, je vais avoir 10 notices, 10 éléments documentaires. Donc, je vais déposer mes fichiers ici et ensuite, dans les métadonnées, je vais en avoir beaucoup moins à renseigner puisque je ne peux pas imposer la même métadonnée à toutes mes futures notices. Donc, si j'ai 10 cartes postales, certes, elles peuvent représenter le même lieu, mais par exemple, elles n'auront pas le même titre. Donc, je ne vais pas imposer un titre. D'accord? Là, j'ai juste paramétré les choses comme ça. Je vais juste dire le lieu représenté et puis éventuellement le dessinateur photographe à condition que ce soit le même. Voilà. Heu, L'idée, c'est que derrière le dépôt de documents, il y ait une synchronisation entre les données du document, donc les métadonnées, de la photo, les métadonnées du fichier PDF, les métadonnées de, je ne sais pas, de n'importe quoi que vous pourriez déposer. Ça pourrait être un enregistrement sonore, par exemple. Donc il y a une synchronisation entre ces éléments-là et votre élément documentaire. D'accord? C'est ce qu'on appelle le mapping. J'y reviendrai un tout petit peu plus tard, je vous montrerai comment c'est fait. Donc je vais faire l'exercice et je vais utiliser, un des 2 encarts, donc pas celui-ci puisque vous le connaissez, mais je vais utiliser celui-ci qui est tout nouveau, pour vous montrer ce que ça donne, en pratique. Donc je vais aller récupérer, les photos que j'ai préparées spécialement pour vous. Donc là, ici, j'ai 3 cartes postales de Casablanca.
je les glisse-dépose, elles apparaissent ici. Je vais faire suivant. Le lieu représenté, je vais lui dire que c'est Casablanca. Il est bien ici. Et ici, dans le dessinateur photographe, je vais dire que c'est un dessinateur photographe inconnu. Je vais faire suivant. Et donc là, je vérifie les informations suivies. Donc j'ai bien mes 4 documents, j'ai bien les métadonnées que j'impose derrière, et j'envoie. Donc là, si vous avez bien suivi, normalement, ça me crée un document, une notice, par document que j'ai déposé. Donc je devrais avoir 3 notices, d'accord? C'est ça la nouveauté, vraiment. Là, j'ai un petit pop-up qui me permet de choisir ou bien de vider le formulaire, ou bien de conserver les métadonnées, etc., ou de retourner à l'accueil. Mais peu importe, je vais vider le formulaire, c'est tout à fait anecdotique. Je vais ici cliquer sur l'accès professionnel pour arriver sur mon interface professionnelle. Ici, j'ai préparé mon petit raccourci directement sur mon tableau de bord. Donc, je vois ici 20 notices en provenance du portail à compléter. C'est logique, c'est les notices qui viennent du portail, hein, d'accord? Ça pourrait être 20 rapports à vérifier, 20 comptes rendus de réunion à valider, etc. Donc, je vais cliquer sur mon raccourci ici pour accéder directement au document. Je retrouve donc ici tout ce qui vient du portail. Et donc ici, en tout dernier, je retrouve bien mes trois dernières photos. Je vais cliquer dessus pour vous montrer un petit peu la tête que ça a et ce qui a été fait. Je vois ici que j'ai un titre sur ma notice alors que je n'ai pas renseigné de titre. C'est la magie de la synchronisation. Je vais vous expliquer tout ça. Ce que je vais faire pour que ce soit plus simple, je vais directement aller en modification de la notice pour que vous voyez mieux ce qui s'est passé. Et puis ça va me permettre en même temps de, du coup, faire vraiment le cas d'usage où je vais reprendre les informations et puis je vais les améliorer. Donc on voit ici que le titre, en fait, il a repris le nom du fichier. Donc c'est le titre du fichier. Mon fichier s'appelait comme ça, Casablanca, rue juive, pardon, .jpeg. Donc là, en l'occurrence, vu que c'est un titre de document, de notice, j'ai pas besoin d'avoir le .jpeg. Voilà, je m'en passe. Et puis ici, sur le résumé extrait, j'ai la description de ma photo. Voilà, ça faisait partie des métadonnées de mon document. D'accord? Si je vais aller regarder dans les documents primaires, je retrouve bien ici ma photo et je vais pouvoir aller la modifier. Donc oui, j'ai modifié quelque chose là, donc c'est normal qu'ils me le disent. Et donc je trouve ici le titre de mon document, donc, qui a été repris ensuite derrière. Et je vois ici les propriétés de synchronisation. Donc je vois le file name ici, donc Casablanca rue juive.jpg, c'était comme ça que s'appelait ma photo, et ça a été repris en 200$ ou dans le champ titre. D'accord? Pour ceux qui ne maîtrisent pas le marque, c'est 200$ c'est le champ titre. Et dans la description de mon fichier, j'avais presque l'équivalent du titre et ça a été repris dans le champ description. Voilà. Si je regarde dans les données techniques ici, j'ai tout un tas d'autres choses, d'autres informations avec notamment les pixels, la date de prise de vue, etc., etc. D'accord? Je vais fermer ici, je vais enregistrer et je vais refermer encore. Je vous ai parlé tout à l'heure de mapping. Donc le mapping, c'est cette opération qui a été faite sur la récupération des métadonnées. D'accord? Donc là, si je recharge, je vais voir mes modifications ici. Donc j'ai enlevé le point JPEG. Mais donc c'est ce qui fait que les informations à l'intérieur du document que j'ai importé sont reprises dans la notice du document. D'accord? Le paramétrage du mapping, ça se fait à cet endroit-là. Dans les paramètres d'administration générale, je vous montre très rapidement pour que vous voyez, hein, c'est pas quelque chose que vous serez tous amenés à faire, hein. Hop, voilà.
Donc ici, j'ai mon dossier de mapping. C'est pas obligatoire, je peux tout à fait ne pas cocher cette case, d'accord? C'est pas du tout obligatoire. Et là, mon mapping, finalement, il est assez simple, d'accord? J'ai trois règles. Je récupère le nom du fichier dans le champ titre, le nom, la description du fichier dans le champ description. Et s'il y avait eu un auteur, je récupère le champ auteur je récupère l'auteur dans le champ auteur, d'accord? Avant de passer à la nouveauté suivante, je vais vous montrer le paramétrage de ce nouvel encart. D'accord? Donc je vais aller modifier la page ici et je vais aller modifier l'encart ici. Donc j'ai plein d'informations. Ce qui nous intéresse plus particulièrement, ça se trouve ici, dans le petit onglet Documents primaires, où je vais pouvoir évidemment autoriser les documents primaires, ça c'est une chose, mais ici indiquer que les métadonnées doivent être synchronisées, donc via le mapping que je vous ai montré tout à l'heure. Cette coche-là permet d'afficher l'étape de l'ajout des documents primaires en premier, d'accord? Si je la décoche, ça va me passer en étape 2, d'accord? Et ici, ce petit bouton-là qui va me permettre de créer une notice par document primaire. Voilà, si je la décoche, on revient dans le cas classique, le cas que vous connaissez, à savoir je vais déposer autant de documents que je veux et ils vont tous être rattachés à un document maître, une notice maître, une notice mère. Ok? Voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer par ici. Pour faire pendant à cette nouveauté concernant la contribution côté portail, on a une autre nouveauté qui est presque la même chose, qui va permettre d'importer en masse des documents primaires, mais cette fois-ci côté pro. Donc je me suis connectée en tant qu'administratrice ici et ça va se passer ici dans le menu base documentaire, documents primaires, publication en masse. Je vais me retrouver avec une interface qui va me permettre, côté pro, comme tout à l'heure, hein, exactement la même chose, de déposer autant de fichiers que je veux et de créer autant de notices, autant d'éléments documentaires que de fichiers déposés. Donc ici, je vais pouvoir choisir un panier dans lequel seront mis tous les documents que je vais importer, d'accord? De manière à pouvoir tout de suite après réaliser des traitements en masse sur les 10 documents. D'accord? Donc là, moi, je vais sélectionner mon panier rapide et comme tout à l'heure, je vais aller chercher mes petits fichiers. Hop, cette fois-ci, je vais prendre mes photos d'éoliennes que je vais glisser-déposer exactement comme tout à l'heure. Je vais avoir la possibilité de réaliser des premiers traitements en série ici, avec appliquer les modifications. Ça va me permettre d'imposer un type de notice au préalable. Voilà. Hop, je vois qu'ici, j'ai bien le type de notice qui s'est mis. Et puis, je vais pouvoir ici cliquer sur Publier. Je précise, je n'ai pas besoin ici de renseigner de titre puisque mes données de synchronisation, mes réglages pardon, de synchronisation sont bien activés et donc ça va me reprendre ici le nom du fichier. D'accord? Je clique sur Publier. Donc j'ai ici un pop-up qui me dit ça charge. J'ai ici la barre de progression qui s'affiche au fur et à mesure. Vous avez vu, ça s'est rempli ici à toute vitesse. Et ensuite, j'ai un petit pop-up d'information qui m'indique que c'est terminé, que les documents ont bien été ajoutés au panier, donc ce fameux panier. Et je le vois ici d'ailleurs, où j'ai mon petit 3 qui s'est mis, puisque j'ai rajouté 3 documents. Donc ensuite, j'ai la possibilité de faire une nouvelle publication. Donc ça va vider l'entrepôt ici. Je vais pouvoir continuer à importer. Je peux voir le contenu du panier, le traiter ou fermer la pop-up. Donc moi je vais juste ici cliquer sur voir le contenu et je retrouve donc bien ici mes 3 photos. Et donc on voit ici qu'il a même récupéré l'auteur de la photo. Vous vous souvenez tout à l'heure, quand je vous ai montré le fameux mapping, il y avait bien un champ récupération de la métadonnée d'essai auteur
pour le mettre dans le champ auteur de la notice. Et donc là, effectivement, il l'a bien mis. D'accord? Donc je vais pouvoir aller examiner une notice de plus près. Donc je vais prendre celle-là. Et donc je vois bien ici qu'il a repris la description. Il a tout repris comme je lui ai demandé. J'ai bien ici mon document primaire, etc. Et si je vais en modification pour voir les données synchronisées, donc c'est pas moi qui l'ai écrit ça, hein, vous êtes d'accord, vous êtes témoin que ça existait déjà. Donc là, comme je suis en modification, je vais pouvoir directement uniformiser la chose et puis mettre le titre au bon format. Je vois ici que j'ai une description qui s'est mise, d'accord? Donc voilà, il a vraiment bien fait, il a vraiment bien travaillé. Ici, j'ai mon auteur qui s'est rajouté tout seul. Et si je vais dans mon document primaire et que je vais ici le modifier, donc là, il me manque le champ 100. Donc je vais mettre la date de création. Voilà, avant de pouvoir le modifier quoi que ce soit d'autre. Et dans mon document primaire ici, si je vais le modifier, je vais pouvoir voir ici les propriétés de synchronisation. Et donc, il a bien synchronisé le champ description et le champ auteur, et donc également le nom du fichier. D'accord? Je me retrouve ici côté base documentaire et vous remarquerez que je me suis connectée en tant qu'administratrice de manière à pouvoir vous montrer toutes les nouveautés sans être stoppée par des questions de droit. Donc la première nouveauté dont je vais vous parler, et je pense que vous l'attendiez depuis longtemps, il s'agit du dédoublonnage. Donc par défaut, le dédoublonnage n'est pas activé, donc il faut l'activer dans les paramètres. Et le dédoublonnage est livré avec 8 règles qui concernent différents documents. Donc je vous montrerai tout à l'heure comment ça se passe et quelles sont les 8 règles en question. En attendant, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc on va se mettre dans le menu Documents et on va aller essayer de créer un document qui existe déjà. Je vais donc ici ajouter un nouveau document et je vais sélectionner la grille de livre simple. Je vais renseigner ici mon ISBN et tout de suite, j'ai un petit pop-up qui apparaît et qui me dit attention, une notice similaire existe déjà. Donc, vous voyez, ma notice similaire, elle est ici. Et donc, si je clique sur le lien qui apparaît là, je vais pouvoir ou bien la visualiser ou bien la modifier directement. Donc, évidemment, je vais fermer et je ne vais pas enregistrer mes modifications. Ce dédoublonnage va aussi fonctionner sur la création d'autorités. Donc, je vais aller vous montrer. Donc, dans le menu base documentaire, autorité. Je vais aller ici créer une nouvelle autorité auteur. Et ici, dans le champ description, je vais taper Uderzo. Et j'ai mon pop-up ici qui me dit attention, il existe 4 notices similaires. Et donc je vois ici mes 4 notices qui existent déjà. D'ailleurs, ces deux-là, il faudrait les fusionner. Donc pareil, comme tout à l'heure, je vais fermer sans enregistrer. On vient de voir deux types de dédoublonnage différents. Je vais vous montrer où se trouve le paramétrage de ce dédoublonnage, de manière à vous montrer les règles qui sont livrées par défaut. Donc on a vu la règle qui concernait les autorités, on a vu la règle qui concernait les ouvrages, et maintenant on va voir on va voir quelles autres règles il existe. Je ne vais pas tout vous montrer. Donc voilà, ça se trouve ici. Donc vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit que ce n'était pas activé par défaut, il faut bien cocher cette petite case. Donc là, je me suis mis dans les
paramètres du SIGB. J'ai tapé ici le début de dédoublonnage pour accélérer un peu ma recherche et automatiquement, j'ai le dépliant dédoublonnage qui remonte avec la possibilité ici d'activer ou pas le dédoublonnage. Donc ici, j'ai ma règle de dédoublonnage, donc c'est un langage particulier. Il y en a parmi vous qui le maîtrisent, d'autres non. En tout cas, sachez que si vous souhaitez personnaliser ces règles, vous pouvez tout à fait nous demander et on vous aidera avec plaisir. Donc les 8 règles aujourd'hui concernent donc les livres numériques, les documents audiovisuels, sonores, les jouets, les collections, les titres de périodiques, les titres de séries, les autorités de personnes physiques et les usagers. Vous pouvez bien sûr en rajouter, en supprimer et les personnaliser sans aucun problème. Une fois que vous avez fait ça, n'oubliez pas de cliquer sur enregistrer. La nouveauté dont je veux vous parler à présent concerne la lisibilité des facettes. Donc, nous avons travaillé à rendre les facettes plus lisibles en leur donnant une hiérarchie, un peu comme sur le portail. Donc, la hiérarchisation des facettes s'applique au thésaurus et à toutes les facettes qui peuvent avoir un chemin ou une hiérarchie, comme par exemple les différentes bibliothèques d'un réseau ou bien les dates. Voilà, donc on va aller regarder comment ça se présente. Donc ici, j'ai rajouté une facette date de création de la notice et j'ai ici mes différentes années, triées évidemment par le nombre de notices ajoutées. Donc ici, si je regarde en 2022 et que je déplie la facette juin, eh ben, je vais pouvoir sélectionner le jour précis, voilà, le 12 juin, et je vais avoir les deux notices qui ont été importées le 12 juin. Donc là, il s'agit de deux notices en provenance de YouTube. Donc voilà pour la hiérarchie des dates. Je peux également, si je fais une nouvelle recherche, avoir une hiérarchie au niveau des bibliothèques, comme je vous disais tout à l'heure. Donc là, moi, dans ma base de démonstration, j'ai un réseau de bibliothèques avec différentes entités. Et donc, je peux tout à fait déplier mon réseau pour ne sélectionner que les ouvrages de la médiathèque Croix-Rouge, par exemple. Je fais à nouveau une nouvelle recherche pour bien tout réinitialiser. Et je vais vous montrer ce que ça donne sur un thésaurus. Donc par exemple ici le thésaurus Essar. Je vais pouvoir ici déplier les choses exactement comme ce que je faisais côté portail. Ouais. Autre nouveauté, nous avons ajouté au sein des notices SIGP, nous avons ajouté un petit icône ici qui vous permet d'obtenir le permalien de la notice, donc le lien vers le portail en fait. Ce développement nous a été demandé par le Musée des Confluences qui souhaitait renseigner les liens portail de ces différents documents au sein d'un outil tiers. Donc voilà, donc nous avons ajouté ce lien ici. Donc quand je clique sur l'icône là, je me retrouve avec le permalien de la notice. Et alors plusieurs usages, donc comme je vous l'ai dit, on peut tout à fait utiliser ce permalien pour le copier-coller dans un outil tiers, mais on peut également l'utiliser pour répondre à une demande usager. Si un utilisateur ou un usager ou un lecteur vous pose une question précise sur un jeu précis, par exemple, eh bien, vous allez pouvoir directement, sans avoir à aller sur le portail, lui répondre de manière à gagner un peu de temps. Pour vous montrer le troisième usage, je vais changer de plateforme. Ce troisième usage, c'est la communication d'un permalien ARC à un collègue, à un autre établissement, etc. Donc il va s'agir d'un vrai permalien. Donc là, je vais aller chercher les livres anciens et je vais aller regarder précisément sur un titre son lien ARC. Et donc je vois bien ici que j'ai mon identifiant ARC et donc il s'agit d'un vrai permalien. Une autre nouveauté liée à la recherche SIGB concerne le nombre de rebonds que vous allez pouvoir faire à partir d'un document. Donc je vais vous montrer, ça va tout de suite vous paraître plus clair. Donc si je fais une recherche sur Brésil, je vais avoir ici différents résultats. Et puis ce résultat-ci, je vois qu'il est un peu différent des autres puisque j'ai une icône qui m'indique qu'il est lié à une œuvre. Donc à partir de ce titre-ci, je vais pouvoir cliquer sur mes trois petits points au bout et aller voir aussi quelque chose.
Donc quelque chose, j'ai ici toutes les possibilités qui me sont offertes et je vais aller voir ici les autorités. Donc ça me fait un rebond, ce que j'appelle un rebond ici. D'accord? À partir de là, je vais me baser sur l'œuvre Brasil, la musique du film, et je vais également pouvoir aller voir aussi les œuvres d'origine. À partir de là, je vais pouvoir aller cliquer ici pour de nouveau rebondir et je vais retourner voir les œuvres d'origine de manière à remonter à l'origine pure de cette œuvre. Et donc ici, si je vais sur 1984, je peux donc de nouveau faire voir aussi. Et là, je peux cliquer sur les documents liés ou bien les documents autour de l'œuvre, etc. Ce que je veux. D'accord? Et donc là, si je compte, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Avant, j'étais limitée à 3 et maintenant, je peux aller jusqu'à 5. On a mis 5 parce que ça nous semblait pertinent et surtout parce que plus ça nous semblait peu pertinent. Néanmoins, si vous avez besoin d'aller au-delà de 5 rebonds, donc de 5 voire aussi, n'hésitez pas à nous le demander et on vous permettra d'aller aussi loin que vous voulez, ou presque. Je vais à présent vous montrer une nouveauté bonus qui n'était pas prévue au début au programme de ce webinaire, mais je vous la montre quand même puisque les paramétrages de nos plateformes ont été mis à jour et nous bénéficions désormais de la nouvelle génération d'Electre, donc Electre NG pour les intimes. Et cette nouvelle génération nous permet d'avoir un enrichissement automatique de nos notices de type vidéo, musique et jeux vidéo. Et ça vous permet d'avoir, notamment des bandes annonces, des extraits de musique, et cetera. Ce genre de choses. Ça permet également d'avoir des vignettes qui se chargent automatiquement sur vos films, vos jeux vidéo ou vos musiques. Donc je vais aller faire, une recherche ici. Je vais aller rechercher dans mon catalogue pour que vous soyez sûr que c'est bien le catalogue et pas une source externe. Et donc je trouve ici mon film. Si je clique dessus, j'accède aux détails de la notice. Et si je descends dans la notice, je vois ici une bande-annonce donc qui a été ramenée directement par ce fameux enrichissement Electre. Donc je peux cliquer et ça joue. Tout à fait de manière standard, j'ai envie de dire. Je peux retourner sur ma recherche et rechercher une musique. Donc on va rechercher ce titre-là. Je retrouve ici le titre que je viens de chercher. Et si je descends dans ma notice, vous voyez ici les enrichissements sont en train de se charger. Et je retrouve bien des extraits. La biographie, c'est un autre service d'enrichissement, hein, Wikipédia. On voit ici que j'ai plusieurs biographies du coup. Vous voyez ici c'est Last.fm, etc. Et ici les extraits, donc c'est pas écrit en provenance de ElectRNG, mais vous devez me faire confiance, c'est de là que ça vient. Voilà, et donc je peux tout à fait les jouer sans souci. Une autre nouveauté que j'appelle bonus parce que j'en ai pas parlé la dernière fois et que j'étais pas censée en parler cette fois-ci, mais je voulais vraiment vous partager cette nouvelle possibilité. Nous avons un nouveau connecteur qui est le Robert. Donc le Robert, le dictionnaire, hein. Donc en fait, c'est pas le Robert, hein, c'est les Robert, j'ose le dire, puisqu'en fait, on se connecte à l'outil numérique du Robert, qui inclut le petit Robert, le Robert illustré, le Robert collège, etc.
Donc ce connecteur est un peu différent des autres connecteurs, c'est pour ça que j'y passe un peu de temps. À savoir, il n'y a pas qu'une recherche fédérée, hein, c'est plus que ça et surtout il y a plusieurs entrepôts, plusieurs sources de données intéressantes. Je vous conseille d'ailleurs de regarder le webinaire, qui a été donné par, Biblio on Demand, heu, à ce sujet-là. Je vous mettrai tous les liens dans le mail, avec lequel vous sera envoyé le replay. De manière à ce que vous puissiez vraiment le regarder parce que, Anaïs a fait une démonstration complète de l'outil, en allant sur le site du Robert, et en vous montrant vraiment, toutes les possibilités, en particulier les possibilités de jeu et cetera. C'était vraiment super intéressant. Moi, j'ai pas le temps de vous refaire tout le webinaire, c'était un webinaire d'1 heure quand même. Donc, je vais juste passer, très rapidement, et puis ensuite vous vérifierez que j'ai pas dit trop de bêtises en allant regarder le webinaire d'Anaïs. Donc on va pouvoir, récupérer plusieurs choses de la part de cet outil numérique, le Robert. La première chose qu'on va récupérer, ce sont les articles, de blog du Robert. Donc très régulièrement sont publiés des articles à propos, de mots, particuliers, sur une thématique actuelle et cetera et cetera. Donc voilà, là vous allez pouvoir les retrouver et puis, si je décide d'aller, en voir un plus qu'un autre, voilà, je tombe sur ici, un article, interne d'Édouard Trouillet et puis, j'ai ici de ma liste des différents top 10. Je vois ici que j'ai différents mots qui sont, mis en couleur et je peux cliquer sur ces mots pour accéder directement, à l'outil, le Robert. Et donc je vois ici la définition de hipster. D'accord? Cette possibilité, c'est c'est du coup une autre option, que vous pouvez choisir d'utiliser, à savoir dans vos articles de blog à vous, vous pouvez tout à fait faire un lien vers, une définition, le Robert. Si vous faites un article avec des mots un peu compliqués, c'est aussi une possibilité. Une autre possibilité encore, c'est d'aller faire des encarts de recherche, spécifiques sur les différents outils. Donc, ici, on vous explique que ça affiche les encarts, de test, hein, et des liens d'accès aux différents dictionnaires du Robert qui sont inclus dans l'outil numérique du Robert. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, vous avez accès au Robert Collège, au Robert Illustré, au Petit Robert, au Grand Robert et au Robert Junior. Donc vous avez la possibilité tout à fait de positionner ces encarts-là dans vos différentes pages, et puis vous allez pouvoir, du coup, rechercher un mot dans, le Grand Robert. Ça va vous amener directement dans le Grand Robert et en vous expliquant, voilà, ce mot correspond à plusieurs entrées, lequel vous voulez et donc, je vais pouvoir cliquer sur l'entrée qui m'intéresse et directement avoir la définition ici. Encore une fois, je vous renvoie vers le webinaire, qu'avait réalisé Anaïs à ce sujet, qui est bien plus complet que ma petite démonstration de rien du tout ici. Mais voilà, je tenais quand même à vous dire que, désormais, nous avons la possibilité de faire la connexion avec l'outil numérique, le Robert. Et voilà, on arrive à la fin de ce webinaire. Je crois que c'est le plus long que j'ai fait jusqu'à présent. Donc encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer par mail. Nous vous répondrons, dès que possible. Je reprécise qu'un replay sera disponible et sera envoyé par mail également, à toutes les personnes, qui ont la chance d'être déjà en vacances, ou qui ont eu un accident de canicule avec leur ordinateur ou bien tout simplement, pour vous, pour que vous puissiez voir et revoir, cette démonstration. J'espère que vous avez appris plein de choses, que vous avez hâte d'utiliser cette nouvelle version et si vous avez besoin de plus d'informations, si vous avez besoin de formations complémentaires, n'hésitez pas à contacter, ou bien votre commercial référent ou bien votre référent client tout simplement qui se fera évidemment un plaisir de vous accompagner sur de la formation ou de la mise en place de nouveautés. Je vous souhaite, un bon week-end du 14 juillet ou un bon 14 juillet tout court si ce n'est pas un week-end. Et puis surtout, je vais vous souhaiter un très bon, un très bel été, puisque nous nous revoyons en septembre. Voilà.
Merci à tous d'être venus. Merci à tous d'être là, et d'avoir suivi ce webinaire qui, je m'en excuse encore, était un petit peu long, mais c'est pour la bonne cause. Voilà. Bonnes vacances à tous et à très bientôt.